Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous ce soir pour notre webinaire éducatif sur les dernières nouvelles de la recherche sur le myélome présenté au congrès ASH 2019. Notre présentateur ce soir sera le Dr. Marc Lancette, qui est hémato-oncologue au CHU Pavillon Hôtel-Dieu de Québec, à Québec. Alors, avant de commencer avec la présentation, je vais vous donner quelques informations. Alors, tous nos webinaires sont enregistrés et ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube et aussi à partir de notre site web. Alors, si vous manquez le webinaire ou si vous voulez revoir un peu de la présentation demain ou dans 2 jours, ça serait disponible sur YouTube. Alors, pour trouver l'enregistrement du webinaire, vous allez sur youtube.com et vous tapez dans la barre de recherche Myélome Canada. Le premier résultat sera Myélome Canada. Tout d'abord, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo, vous recevrez une notification qu'il y a une nouvelle vidéo. De notre site web, vous cliquez sur ressources et après sur vidéos éducatives et ça vous apportera à la chaîne YouTube. Deuxièmement, comment est-ce qu'on pose des questions? Alors, on va poser les questions avec le fonction question. Il y a un onglet questions sur le logiciel GoToWebinar que vous avez installé sur votre ordinateur. Vous cliquez sur ça pour ouvrir l'onglet et vous écrivez votre question ici. Une fois que la question est faite, vous appuyez le bouton Send. Moi, je vais je vais recevoir les questions et je vais les lire au Dr. Lancette. Alors, sans plus attendre, bonjour Dr. Lancette et merci d'avoir accepté de faire cette présentation pour nous ce soir. Bonjour, merci beaucoup Gabriel. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Bonjour à tout le monde. J'ai une présentation qui devrait prendre à peu près 30 minutes. Si je peux avoir le contrôle pour changer les diapos. Donc, c'est les dernières nouvelles en fait, les objectifs, c'est de donner En fait, je vais vous parler un peu de termes clés qu'on va utiliser. On va parler des dernières nouvelles sur la recherche sur le myélome présenté au congrès de l'ASH 2019. On va parler des myélomes, les nouveaux diagnostics qui sont éligibles à la greffe, les nouveaux diagnostics qui sont non éligibles à la greffe. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Les myélomes récidivants réfractaires et les thérapies immunocellulaires, un peu comme les CAR T-cells, puis également d'autres traitements, puis garder du temps à la fin pour des questions. Donc, les termes clés, la plupart les connaissent. En fait, c'est un peu les acronymes, parce que parfois on utilise là, des KRDD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient un peu mêlant. Donc, quand on parle du V, en général, c'est le bortezomib, mais il faut faire attention parce que dans le Cybordi, le bortezomib est bord. Fait que c'est pas toujours ça, mais quand on parle d'un VRD, on parle d'un bortezomib, Revlimid, dexaméthasone habituellement. Et donc, fait que le Revlimid, R, c'est pour Revlimid, le nom commercial, du lénalidomide. Le P, c'est pour le Pomalyst. K, c'est carfilzomib, même si c'est un C, mais le C était déjà pris là, par le cyclophosphamide dans la plupart des traitements. Donc, puis c'est le nom commercial, c'est Kyprolis, donc c'est carfilzomib. I pour ixazomib. Le daratumumab, qui est le Darzalex, et le dexaméthasone, un D minuscule. Donc, juste comme exemple, Cybordi, c'est une association cyclophosphamide, bortezomib, dexaméthasone. Également, on va parler du BCMA. Le BCMA, en anglais, c'est le B-Cell Maturation Antigen. En français, c'est l'antigène de maturation des cellules B. C'est une molécule qui est présente à la surface de presque 100% des cellules myélomateuses. Donc, c'est pour ça que c'est une cible pour le traitement. Pour également un terme clé, la PFS, quand on parle de PFS, c'est la Progression Free Survival, ou en français, la survie sans progression. Donc, si on dit qu'une PFS de 80% à 2 ans, ça veut dire qu'il y a 80% des patients qui, avec un tel traitement, à 2 ans, non seulement ils étaient toujours vivants, mais ils étaient toujours en rémission de leur myélome. OS, c'est Overall Survival, c'est la survie globale.
Médiane, c'est bon, c'est le point à laquelle la moitié des patients ont atteint un résultat. Donc, si on dit une médiane de survie de 60 mois, ben, ça veut dire que la moyenne de survie, c'est 5 ans. MRD, c'est un terme que je vais utiliser beaucoup parce que c'est quand même chose de très important. C'est Minimal Residual Disease ou en français, maladie résiduelle minime. Donc, c'est très utile pour évaluer la profondeur de la rémission. Même comme on a des traitements qui sont plus efficaces qu'auparavant, juste de parler de taux de réponse, c'est plus suffisant. Quand il y a un traitement, comme vous allez voir, certains traitements, ils ont 100% de taux de réponse. Fait qu'à ce moment-là, on va aller voir la profondeur de la réponse. Le traitement qu'on parle d'induction générale, c'est le traitement initial pour obtenir là, une rémission. La consolidation, c'est un traitement qu'on peut utiliser parfois après la greffe. Ça peut être, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas de façon routinière. Je pourrais vous parler de ça, faire une présentation juste sur les consolidations, mais on va en parler un peu pendant la présentation, mais on n'utilise pas ça toujours. On utilise davantage l'entretien. L'entretien, en fait, c'est un traitement prolongé à faible dose qui est donné pas pour approfondir la réponse au traitement, mais c'est pour maintenir la réponse au traitement. Donc, on veut que la réponse, je dis souvent aux patients, on veut obtenir une réponse la plus profonde possible et qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc, l'entretien, ça sert à ça. Donc, l'ASH, qu'est-ce que c'est l'ASH? En fait, c'est l'acronyme, c'est ASH, c'est l'American Society of Hematology. Donc, c'est toujours un congrès qui a lieu aux États-Unis. Il a déjà eu lieu à Montréal il y a plusieurs années, mais ça a toujours été aux États-Unis. Et c'était le 61e congrès annuel cette année. C'est toujours début décembre comme ça. Et c'était cette année à Orlando, en Floride. Donc, un bel endroit. Il a fait très beau, mais on n'a pas beaucoup de temps pour profiter de l'extérieur, mais c'est quand même un endroit agréable. Donc, pour les patients éligibles à la greffe, je vais parler de 4 choses, surtout le deuxième et le troisième. Mais le premier, en fait, c'est juste un petit mot. L'étude LIRA, c'est une étude, en fait, qui n'est pas une nouvelle étude, qui on a eu un update, donc un suivi présenté à l'ASH cette année. C'est une étude américaine qui utilise un traitement canadien, parce que le Cybordy, c'est un traitement là, qui vient là, du PMH à Toronto. Et c'est un traitement canadien, mais avec l'ajout de daratumumab. Donc, vous voyez que dans les 4 choses que je vais parler, puis mais également dans les non éligibles à la greffe, le daratumumab, on le met partout. Il est partout, à toutes les sauces. Donc, c'est une étude avec daratumumab Cybordy chez des patients nouvellement diagnostiqués. Il y a également des patients qui n'étaient pas nouvellement. C'est une étude de 100 patients, donc c'est une petite étude quand même. Il y avait 86 patients qui étaient des nouveaux diagnostics de myélome. Là-dessus, il y en a un peu moins de la moitié qui ont été greffés. Quand on regarde les patients qui ont été greffés, on a 97% le response rate, le taux de réponse. Donc, ça, une réponse est minimalement 50% d'amélioration et plus. 51% avait une rémission complète. Puis la survie sans progression à 2 ans était de près de 90% si on avait une autogreffe. Donc, c'est une étude de phase 2. On ne peut pas comparer avec Cybordy seul, mais par rapport au contrôle historique, c'est quelque chose les résultats sont quand même plus intéressants. L'étude Griffin puis Master, en fait, on va en parler plus en détail. Le changement par rapport à Dara Cybordy, c'est qu'on utilise ici VRD. Donc, on utilise, au lieu d'avoir le bortezomib, décadron, daratumumab avec le cyclophosphamide, on remplace le cyclophosphamide par du Revlimid. Donc, c'est un quadruplet encore avec greffe. L'étude Master, c'est un quadruplet, mais on remplace le Velcade, le bortezomib, par son cousin, le carfilzomib, et avec la greffe également. Puis, au Sloan Kettering, il y a une étude qui a été présentée par le Dr. Landgren, qui est au travail au Sloan Kettering, c'est un centre de cancer à New York. Et en fait, eux ont fait la même chose, DARA-KRD, mais sans autogreffe. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. Parfois, des patients, puis mes collègues me demandent l'autogreffe. Moi, je fais beaucoup d'autogreffes pour le myélome, me demandent c'est quand qu'il n'y aura plus d'autogreffe. Toutes les études faites à date montrent toujours un avantage à l'autogreffe, donc c'est pas, mais il y a peut-être des études, dont celle-là, qui vont montrer qu'il y a peut-être moins de place pour l'autogreffe, mais c'est pas encore arrivé en 2020. Donc, dans cette étude-là, les patients, il y avait 30 patients, c'est une petite étude, puis tout le monde avait une réponse, puis il y avait MRD négatif avec une cellule sur 100 000. Quand on parle d'MRD négatif, Minimal Residual Disease, c'est vraiment, on compte soit sur une cellule sur 10 000, une sur 100 000 ou une sur 1 million. Donc, quand on arrive à une sur 1 million, là, on a vraiment des sensibilités très, très, très importantes. Donc, il y avait quand même la majorité des patients qui étaient MRD négatifs, ce qui est très, très bon sans greffe. Donc, ça, c'est une étude qui vont commencer au Sloan Kettering à New York, une étude bientôt avec d'autres centres américains où ils vont randomiser les patients
avec ce protocole-là, avec ou sans greffe. Donc, peut-être que dans 3, 4, 5 ans, on ne fera plus de greffe quand on pourra utiliser ce traitement-là. Donc là, on va revenir à l'étude Griffin. L'étude Griffin, c'est une étude, donc c'est nouveau diagnostic de myélome. Donc, le traitement standard, c'était avec Velcade, Revlimid, dexaméthasone, autogreffe, consolidation et entretien au Revlimid. Donc, on avait des taux de réponse très élevés, puis les survies sans progression, puis la survie globale avec un suivi médian de 22 mois. L'étude n'a pas été commencée il y a très longtemps, c'était pas atteint dans les 2 bras. Donc, ce que je vais vous montrer, les seules choses qu'on peut discuter pour l'étude de Griffin, c'est en fait que quand on regarde les taux de réponse, fait qu'ici c'est un peu mêlant, là, à gauche, ça c'est les patients avec le daratumumab, Rev, Velcade, Decadron. Ça c'est le bras dit standard avec Revlimid, Velcade, Decadron. Fait que nous, on n'a pas ce traitement-là au Canada encore. On a Cybordi, mais on n'a pas le Revlimid en première ligne. Dans certaines circonstances, on l'a, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, vous voyez, en fait, que si on regarde le traitement standard, ça, c'est à la fin de l'induction. Donc, 4 cycles, donc 16 semaines de VRD, du Velcade hebdomadaire, Revlimid en pilule, Decadron hebdomadaire. On avait 92% de réponse. Fait qu'ici, vous avez là, en jaune, ici, c'est ceux qui n'ont pas répondu, qui ont une maladie stable. On avait à peu près 35% qui avaient une réponse partielle, 43% une réponse VGPR, c'est Very Good Partial Response, c'est 90% d'amélioration et plus, puis 13% de rémission complète. Il y a la stringent aussi, on ne parlera pas de ça, mais c'est 13%. Puis après la greffe, on augmentait les taux de réponse. Après la consolidation, mais ça ici, souvent, ça peut se faire seul quand on attend quelques mois. Puis après l'entretien, le dernier suivi, on avait 60% de rémission complète, puis 93% de rémission au total. Quand on rajoute le daratumumab, c'est un traitement qui, en général, est assez bien toléré, qui n'ajoute pas vraiment beaucoup de toxicité, peut-être un petit peu plus d'infection pulmonaire, de pneumonie. Mais vous voyez en fait qu'on a le double, ici on a 20% de rémission complète, puis à la fin, on a 80%, 79,8% de rémission complète et plus par rapport à 60%. Donc on voit que le daratumumab, ça ajoute, est-ce qu'il y a plus de patients qui vont être en survie sans progression, en survie globale? Au bout de la ligne, c'est trop tôt pour dire, mais donc ça, c'est une étude qu'on appelle de phase 2 randomisée. C'est un peu technique, mais c'est une étude avec moins de patients. Puis là, actuellement, il y a 2 études de phase 3 randomisées avec exactement ça. L'étude Perseus, qui est une étude qui a terminé de rentrer tous les patients, puis on attend des résultats. C'était exactement la même chose, mais c'est une plus grosse étude, donc pour démontrer l'avantage chez les patients éligibles à la greffe. Puis l'étude CEPHUS, C-E-P-H-E-U-S, une étude à laquelle on participait à l'Hôtel-Dieu de Québec, qui a maintenant fini l'enrôlement, qui était la même chose, mais les patients non éligibles à la greffe. Donc, un traitement là, quand même assez intéressant. L'étude Master, je pense que c'est l'étude qui a fait le plus parler à l'âge cette année dans le terme du myélome. C'est un peu la même chose, mais avec l'ajout, au lieu de prendre du Velcade, on prend du carfilzomib, qui on pense est peut-être un peu plus efficace. Donc, l'avantage de cette étude-là, c'est qu'on essayait de voir si on pouvait arrêter le traitement. Donc, il y avait 69 nouveaux diagnostics, nouveaux myélomes, éligibles à la greffe. Donc, quand on dit éligible à la greffe, c'est les patients de moins de 70 ans en général. Et une induction, donc avec le DARA-KRD, on évaluait la MRD, la maladie résiduelle minime. Ça, il faut faire ça avec une biopsie de moelle. On ne peut pas le faire par des prises de sang, malheureusement. Il y a beaucoup d'études en cours, mais ce n'est pas au point. Après ça, il y avait le rotogreffe. On refaisait une autre évaluation de MRD. Après ça, il y avait une consolidation avec 4 cycles supplémentaires de DKRD. On refaisait une évaluation, puis on en faisait 4 autres, puis on faisait une évaluation. Puis il y avait un entretien de Revlimid. Puis pour ceux qui avaient 2 évaluations consécutives MRD négatif à une cellule sur 1 million, 10 à la moins 6, ces patients-là, on arrêtait les traitements puis on les suivait. Donc, on a eu, ça c'est en fait la même, vous avez en fait la recette d'ARA-KRD ici, l'induction, on fait une MRD, AHCT, c'est autologous hémohépatic stem cell transplant, c'est la greffe, et une évaluation, 4, un autre 4, puis l'entretien. Fait qu'on a vu, en fait, il y avait les résultats de ça, c'est que les taux de MRD négatifs, après l'induction, c'était déjà 34%, après la greffe, 70%, puis la meilleure réponse, c'était 80%. Puis dans ceux qui ont eu 2 valeurs consécutives qui ont arrêté, il n'y a aucun patient qui a rejeté, mais il faut comprendre que le suivi est très court, à peu près 6 mois en moyenne. Donc, c'est très, très court, mais c'est quand même très intéressant.
puis aucun patient qui a arrêté pour toxicité. Les deux prochaines diapos sont un peu chargées, mais c'est juste pour comparer différents traitements. Donc, si on regarde, tantôt on a parlé d'études Griffin, donc VRD versus VRD DARA avec une greffe, là, ASCT, c'est l'Autologous Stem Cell Transplant, donc avec une greffe, des taux d'MRD négativité de 24%, puis avec l'ajout du DARA, on monte à presque 60%. Ici, c'est le KRD, ça c'est l'étude Forte, j'en ai pas parlé, ça a été présenté à l'ASH l'année dernière, en 2018. Il n'y a pas eu de suivi davantage. C'est Dr. Gay, Francesca Gay, qui d'ailleurs va venir à Québec pour une conférence pour nous, là, pour les médecins, là, plus tard au printemps. Donc, c'est l'étude Forte où les patients recevaient KRD 8 cycles, KRD 12 cycles sans une greffe. Puis dans les deux cas, on avait des taux d'MRD négativité, donc sans daratumumab, qui était très intéressant. Ici, sans greffe, il fallait faire 4 mois de plus, puis c'était moins durable, la MRD négativité, donc on pense que la greffe ajoutait quelque chose. Puis là, l'étude du Stone Kettering, j'ai parlé tout à l'heure, avec 100 greffes, on montait à 77%. Ça, c'est 10 à la moins 5. Si on regarde l'étude ici, ça, c'est encore un tableau un peu compliqué, je m'excuse. Là, on regarde d'autres études. On ne parlera pas des premières, on va revenir juste ici à la Griffin puis à la Master. Donc, le Griffin, c'est DARA-VRD, greffe DARA-VRD. Master, c'est DARA-KRD, donc K au lieu du V, greffe DARA-KRD. Quand on regarde les taux de réponse, donc de VGPA, donc de très, très bonne réponse, c'est 100%. Rémission complète, 95%. MRD négatif, une cellule sur 100 000, 82%. Puis une cellule sur 1 million, 63%. Donc, c'est sûr qu'ici, l'étude Master, c'est juste une petite parenthèse. Si on regarde le coût annuel du daratumumab, carfilzomib, Revlimid, dexaméthasone en dollars canadiens au Canada, ça revient à peu près à 350 000 $ par année. Donc, il faut comprendre que actuellement, c'est un traitement un peu, là, je ne dirais pas la Cadillac, c'est la Rolls-Royce et même plus. Et c'est sûr que les questions de coût, avec le temps, ça va finir par baisser, mais c'est un traitement qui est très, très, très dispendieux. Donc, puis il y a d'autres études à venir. Là, il y a quelques dizaines de patients seulement qui ont été traités avec ça. On va être certain qu'il n'y a pas des choses fâcheuses qui arrivent dans les effets néfastes. Ça, c'était pour le myélome éligible à la greffe. Donc, la conclusion, c'est qu'on a des profondeurs de rémission jamais atteintes auparavant. On a peut-être une possibilité de guérison chez certains de ces patients. On a des patients qui vivent des années, 15 ans, 20 ans, mais on ne peut pas dire en 2020 encore à un nouveau patient que le myélome, ça se guérit, même si on a des très, très, très bons résultats. Peut-être qu'avec ces traitements-là, peut-être que dans X années, on va pouvoir parler vraiment de guérison chez un pourcentage appréciable de patients. Mais ça demande davantage de suivi. Si on parle des non éligibles à la greffe, il y avait juste deux études que je voulais discuter. Donc, les patients, en général, on dit plus de 70 ans. Il y a l'étude Alcyone, qui est une étude très importante. L'étude Ovon 143, c'est une petite étude, juste un mot. Je n'ai pas de diapo à part pour elle, autre qu'il y a eu un suivi. C'est un traitement pour les patients qui sont vraiment pas en forme. Donc, des patients âgés, très malades, chez qui on ne voudrait pas donner de la grosse chimiothérapie. Donc, on leur donne daratumumab, ixazomib, qui est comme du Velcade, mais en comprimé, et du dexaméthasone, mais à faible dose, parce que le dexaméthasone, c'est quand même de la cortisone, puis ça peut être quand même assez toxique. Puis pour les patients qui étaient dits unfit, donc des patients pas très en forme, on a une survie sans progression médiane d'à peu près 2 ans, avec très peu de mortalité prématurée causée par le traitement. Puis les patients qu'on dit fragiles, donc vraiment, on a une survie à peu près sans progression d'à peu près 1 an, avec une mortalité quand même prématurée. Donc c'est sûr que ces patients-là, ça demeure les patients qui ont un myélome, qui sont très âgés, qui ne sont pas très en forme, ça demeure une partie inexplorée un peu. Là, on a les traitements, il n'y a pas de traitements extrêmement efficaces qui sont extrêmement doux également. Ici, l'étude Alcyone, c'est en fait une étude, là, juste quelques mots, donc une grosse étude, il y a eu 706 patients dans l'étude. C'est une étude européenne surtout espagnole. Donc, vous avez en fait la moyenne d'âge des patients de 71 ans en moyenne jusqu'à 93 ans, 91 ans ici. Et des patients qui, bon, à peu près moitié-moitié les hommes et les femmes, surtout des myélomes IgG. Puis vous avez à peu près là, ici on voit peut-être 15 à 17% de haut risque cytogénétique. Et ces patients-là, en fait, ont été traités avec un traitement qui était standard, qui était le VMP, et le traitement expérimental qui était le DARA-VMP. Donc VMP, c'est du Velcade, du melphalan et de la prénisone. C'est un traitement qu'on utilise
plus beaucoup maintenant, mais qui était très utilisé dans le passé. Ça ressemble un peu à un Sabordi. On remplace le Velcade demeure là, on remplace la prénisone par du décadron, puis le melphalan par de la cyclophosphamide, qui est un agent alkylant également. Et le bras comparateur, le bras expérimental, c'est l'ajout du daratumumab. Donc, si on regarde, ça, c'était quand ça a été publié il y a quelques années. Et ça, c'est vraiment l'update récente à 40 mois. Donc, avec un suivi moyen là, de 3 ans et demi. Donc, on voit que quand on utilise le VMP, on a à peu près 75% de patients qui ont eu une réponse. Donc, peut-être le quart ont eu une réponse complète. Le quart ont une VGPR, donc plus de 90% d'amélioration. Le quart ont une rémission partielle, puis un quart qui n'atteint pas la rémission partielle. Quand on ajoute le daratumumab, on monte à 91% avec presque 50% de rémission complète. Donc, on ajoute des taux de réponse, puis on ajoute surtout des réponses de qualité avec le daratumumab. Ça va dans les... Ce traitement-là est maintenant approuvé en Europe et aux États-Unis. Donc, les patients nouvellement diagnostiqués, non éligibles à la greffe, peuvent recevoir le DARA-VMP. Au Canada, ça s'en vient, mais ce n'est pas encore le cas. Puis, il y a une autre étude que je ne parlais pas aujourd'hui, mais l'étude avec DARA-REVDEX, DRD, qui est également utilisée là, beaucoup. Quand on regarde la survie sans progression, donc les patients qui demeurent vivants et qui n'ont pas progressé, on voit qu'après un suivi de 3 ans et demi, on a presque la moitié des patients dans le bras DARA-VMP qui sont encore là et toujours en rémission, beaucoup moins avec le VMP. Donc, c'est vraiment un avantage marqué là, pour le daratumumab dans ce cas-ci. Quand on regarde, tantôt on parlait de négativité MRD, là, ici on est à la 10 à la moins 5, tantôt on parlait KRD, greffe de taux d'à peu près 80% de 10 à la moins 5, là on a à peu près 28% avec le DARA-VMP, puis seulement 7% avec le VMP. Donc, il faut comprendre que sans la greffe, avant l'époque du daratumumab, avant l'époque des traitements très actifs, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt de mesurer la négativité, la MRD, parce qu'il y avait très peu de patients qui l'obtenaient. Maintenant, voyez-vous, on monte davantage, puis on voit que ces patients-là, quand on a le DARA-VMP puis qu'on est MRD négatif, on a à peu près, quand on regarde au suivi de 3 ans et demi, on a à peu près là, presque 80% des patients qui sont toujours en rémission. Donc, c'est important de l'atteindre, mais en date, on ne le fait pas de façon routinière parce que ça ne change pas le traitement. Ça, c'est la survie globale. Donc, on voit qu'après le suivi de 3 ans et demi, on a à peu près là, un avantage de survie de 7% pour les patients qui sont avec le daratumumab. Donc, c'est surtout un avantage pour la survie sans progression, mais malgré ça, il y a un avantage significatif de 7% pour la survie. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour les nouveaux myélomes. Le reste de la présentation va être sur les myélomes récidivants. Donc, il y a eu une étude présentée avec l'étude Candor qui était présentée. C'était la première fois que les données étaient présentées de l'étude Candor. Donc, daratumumab, carfilzomib, dexaméthasone. Donc, c'est une étude où les patients avaient déjà été traités et ils recevaient soit le carfilzomib, dexaméthasone pour comme traitement standard. Donc, vous voyez, c'est une randomisation 2 pour 1. 2 patients sur 3 recevaient le protocole expérimental avec le daratumumab. Puis c'était un traitement jusqu'à progression de la maladie. Puis on évaluait la maladie résiduelle minime également au temps zéro, à 1 an puis à 2 ans. Et quand on regarde les résultats, donc la survie sans progression médiane avec le carfilzomib, c'était 15 mois. Avec l'ajout du daratumumab, c'était non atteint. La survie globale dans les 2 bras, elle n'était pas atteinte. Puis on dit qu'il y avait une réduction de près de 37% du risque de progression avec l'ajout du daratumumab. On le voit ici dans la courbe. Donc on voit ça, c'est la survie sans progression. On a le suivi ici, disons, à 21 mois. On voit là, c'est une étude qui est moins mature que ce qu'on voyait tantôt, mais il y a un avantage de, on dit un hazard ratio de 0,63. Ça veut dire qu'il y a 37% moins d'événements, donc à peu près le 20% en absolu de plus de patients qui sont toujours en rémission avec le DARA-KRD. C'est sûr que pour nous, ça ne changera pas grand-chose dans la pratique, je pense, parce que la plupart ça, c'est des patients qui n'avaient pas reçu de daratumumab avant. Puis maintenant, la plupart des nouveaux diagnostics, s'ils n'ont pas reçu au diagnostic dans des études ou quand ça va être disponible, bien, à la première rechute post-greffe ou première rechute, maintenant, pas mal tous les patients reçoivent du daratumumab avec leur traitement, là, en général avec le Revlimid ou avec le Velcade. Donc, pour les patients qui n'auraient pas eu, qui seraient rendus, qui n'auraient pas eu de daratumumab, ça pourrait être utile pour ces patients-là.
excusez-moi, pour les thérapies immunocellulaires CAR T-cell, en fait, il y a beaucoup, les études, les cellules, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est les CAR T-cells. Les CAR T-cells, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années que ça existe. Dans le traitement du myélome, ça fait à peu près 3-4 ans qu'on en entend parler, qu'il y a des taux de réponse très, très importants. J'ai l'impression qu'on tourne un peu autour du pot parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés. L'étude CAR T-cell que je vais discuter, là, je ne parlerai pas des autres, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de CAR T-cells dans le myélome. Ça s'en vient. On pense qu'en 2021, au Québec, on va avoir accès à ce traitement-là. Ce n'est pas disponible actuellement nulle part sur la planète comme en dehors de protocoles de recherche. C'est uniquement dans des protocoles de recherche. Donc, on n'est pas si en retard que ça, mais on pense qu'on va l'avoir bientôt. Donc, c'est quoi des CAR T-cells? Ce qu'on fait, c'est que c'est une thérapie donc avec les cellules du patient. Il y a des CAR T-cells qui peuvent être pas du patient, mais on ne parlera pas de ça ce soir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, les patients sont mis sur la même machine qu'on utilise pour faire les collectes de cellules souches. Donc, on fait une aphérèse, on ramasse des lymphocytes T au lieu de ramasser des cellules souches. Les lymphocytes T, après ça, on les infecte avec un gène, qui est porté par un virus qui va faire un CAR. Le CAR, c'est Chimeric Antigen Receptor. Donc, on peut faire un CAR contre n'importe quoi. Dans le cas qui nous intéresse, on a décidé d'avoir un antigène qui exprime le BCMA. On a parlé tantôt du B-cell maturation antigen qu'on retrouve à la surface de pas mal toutes les cellules plasmocitaires, les myélomes. Donc, on injecte dans le lymphocyte T et ce lymphocyte T-là va faire quelque chose qui n'est pas naturel pour lui. Il va produire cette protéine-là qui va aller s'exprimer à la surface des cellules. Donc, après ça, il va y avoir une croissance des cellules pour atteindre plusieurs millions de cellules. On va les réinfuser chez le patient, le même patient qui a donné ces cellules, pour après ça, les cellules lymphocytaires ils vont aller se lier par le BCMA à des cellules cancéreuses, comme les cellules de myélome qui expriment le BCMA, pour les détruire. Donc, si on regarde d'une autre façon, ça c'est un peu flou, là, mais le patient, bon, il est dépisté, il y a l'aphérèse, on a calculé des cellules. Après ça, on donne un traitement s'il y a besoin d'avoir d'autres traitements de chimiothérapie. Il faut donner une petite chimio avant de le donner. Ce pas toutes les études qui en donnent, mais certaines études avec la fludarabine plus le cyclophosphamide, on infuse comme une greffe de cellules, on donne des cellules comme une transfusion. Puis après ça, on garde qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est ciblé vers les BCMA. En fait, il y a 2 zones différentes sur les cellules de myélome de BCMA. Puis avec cette étude-là qui a été présentée à l'ASH, il y avait 29 patients traités, tous des patients qui avaient reçu plusieurs types de traitements. Puis tous les patients ont répondu, puis tous les patients avaient un MRD négatif. Les effets secondaires, c'est surtout un syndrome de libération des cytokines, le CRS qu'on appelle, qui peut être dangereux, mais qui se traite relativement bien dans la majorité des cas. Puis aussi des pancytopénies, une baisse des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Donc, les thérapies CAR T-cell, c'est actif et très efficace. Les résultats sont très prometteurs. Le problème, c'est que les réponses, la plupart des réponses ne sont pas durables. Donc, au bout de 8 mois, 10 mois, 1 an, 1 an et demi, les CAR T-cells disparaissent, puis la réponse disparaît également. Il faut dire que les études ont été faites chez des gens qui avaient reçu souvent 4, 5, 6, 8 lignes de chimiothérapie différentes. Donc, c'est demander beaucoup à un seul traitement unique de donner une réponse, une rémission prolongée avec ça. Mais il y a des études, en fait, on pense là, la séquence du traitement, peut-être le donner en première rechute, puis en première ligne, ça pourrait être quelque chose de plus intéressant. Puis, en fait, c'est ça. Là, on espère d'avoir des CAR T-cells plus durables. À suivre. 5 minutes pour les dernières choses. En fait, il y avait pas grand, il y avait plein de petites affaires, mais pas rien là, de très. J'ai mis en fait une liste un peu ici, mais on ne parlera pas de tout ça. On va parler un peu là, de l'étude Benini avec les venetoclax plus le daratumumab, un autre anti-CD38 comme le daratumumab, qui est le TAC 079. Ça, on n'en parlera pas. Ça, c'est des pilules, des comprimés. Sélinexor, ça s'en vient. Iberdomide, c'est encore un comprimé, ça s'en vient aussi. Donc, il y a des choses. Il y a des données qui ont été montrées d'ARA, Pomdex, Carfilzomib, Pomdex, mais on n'a pas assez de temps pour parler de tout ça. L'étude Bellini, c'est une étude en fait qui a été présentée déjà, c'est pas une nouvelle étude présentée à l'âge 2019,
mais il y avait un suivi un peu plus à long terme. On sait qu'il y a la plupart des... En fait, il y a beaucoup de myélomes qui ont des translocations. Quand on fait la biopsie de moelle au diagnostic initial, on envoie pour des tests de fiches où on va regarder pour certaines translocations. La translocation 11-14, c'est assez fréquent dans les myélomes. Dans les nouveaux diagnostics, c'est peut-être 30 à 40% des patients. Puis ces patients-là, on sait qu'ils vont avoir le gène BCL2 qui va être élevé pour eux. Puis le Venetoclax, c'est un comprimé. Le Venetoclax, c'est un anti-BCL2. Donc, ça a été utilisé au début beaucoup pour les leucémies lymphoïdes chroniques, où on a une grosse surexpression du BCL2. Puis c'est très, très, très efficace pour les leucémies lymphoïdes chroniques. Donc, les gens ont dit peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour les myélomes qui ont une translocation 11-14. Donc, ils ont fait des études initiales, puis ça a montré que le Venetoclax seul, avec les translocations 11-14, il y a à peu près 40% des patients qui vont répondre au traitement. Puis quand on ajoute le dexaméthasone, c'est un peu plus. Mais pour les patients qui n'ont pas la translocation 11-14, c'est à peu près 5% de taux de réponse. Donc, on pense que c'est vraiment pas un traitement efficace pour ces patients-là. Donc, l'étude Bellini, c'est une étude, ils ont randomisé les patients 2 pour 1. Donc, il y avait soit Velcade Decadron avec un placebo ou Velcade Decadron Venetoclax 2 pour 1. Puis, ce n'était pas des patients sélectionnés pour les 11-14, donc il y avait des 11-14, mais tout le monde pouvait participer. Puis, ce que ça a montré, en fait, c'est la seule diapo que j'ai pour ça, c'est que les taux de réponse étaient de 14% mieux avec le Venetoclax. Donc, le taux de réponse est intéressant, mais ça, c'est un bel exemple. Pourquoi qu'on fait des études randomisées? Pourquoi qu'on ne peut pas mettre les médicaments sur le marché tout de suite? L'étude a montré, je n'ai pas les courbes de survie ici, mais que la survie était, même si le taux de réponse était meilleur, la survie était inférieure avec le Venetoclax Velcade Decadron de façon statistiquement significative parce qu'il y avait plus de mortalité, plus de toxicité pulmonaire, cardiaque avec le Venetoclax. Pourtant, dans la leucémie lymphoïde chronique, c'est pas quelque chose qu'on voit, mais donc il y a d'autres études en cours pour essayer de comprendre pourquoi, mais donc le Venetoclax, c'est pas quelque chose qu'on va voir apparaître. Nous, on s'en sert beaucoup pour les leucémies lymphoïdes chroniques déjà, mais c'est pas quelque chose qu'on va voir pour le myélome tout de suite, en tout cas, du moins pas pour les patients qui ne sont pas des 11-14. Ici, là, en fait, c'est juste une diapo là, pour Venetoclax, daratumumab, Velcade, dexaméthasone. C'est des patients pré-traités qui avaient des taux de réponse très, très bons, avec 80% de VGPR ou plus. C'est une étude présentée par Dr. Ballis qui est à Calgary, mais ça ajoute pas grand-chose actuellement là, parce que déjà, Dara-VD, c'est un très, très bon traitement. Donc, c'est une étude de phase 1A, 2A, donc c'est difficile de conclure là-dessus. Dernière chose, c'est le TAC 079. Donc, c'est un anticorps monoclonal anti-CD38 comme le daratumumab, comme l'isatuximab qui s'en vient aussi. On va avoir des études bientôt avec l'isatuximab. Et c'est une dose fixe. En fait, ils ont commencé avec 45, 135, puis ils ont monté la dose. Puis la dose de 600 mg semble être efficace. Puis 1200 aussi, c'est une dose qui est donnée de façon sous-cutanée. Puis il semble avoir des réponses très intéressantes. On a à peu près, ici là, sur la diapo, à peu près, on dit 88% des patients ont eu une réponse, mais c'est des réponses mineures. Il y a à peu près 30 à 40% des patients qui ont des réponses significatives. C'est à peu près peut-être un petit peu mieux que le daratumumab, mais pas une grosse différence. Ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est que c'était très, très, très bien toléré. Il y avait très peu de réactions à l'infusion et il y a à peu près 20%, c'est une étude, il n'y avait pas beaucoup de patients, peut-être une cinquantaine de patients, et il y avait 20% des patients qui avaient déjà reçu du daratumumab et qui ont répondu. Donc, c'est intéressant pour ça qu'il y a une étude en cours pour l'associer avec d'autres médicaments, avec le pomalidomide, avec le dexaméthasone, pour des patients qui auraient eu un échec au daratumumab. Donc, ça, c'est à suivre. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Donc, là, en conclusion, la dernière diapo, on voit que 4 médicaments, c'est supérieur à 3 pour les taux de réponse, pour la survie sans progression et la survie globale, mais c'est surtout, en fait, l'ajout du daratumumab à toutes les sauces qui fait qu'on a des meilleurs taux de réponse, des meilleures survies. Donc, le daratumumab s'en vient vraiment. On l'a déjà au Québec en deuxième ligne, après un échec là, à une première ligne de traitement. Puis, ça s'en vient, là, je pense, du moins, en tout cas, pour les gens non éligibles à la greffe, avec le DRD et le DVMP bientôt. On nous dit, en fait, fin 2021 là, pour le DRD. On a une négativité, on obtient des taux négatifs de maladies résiduelles minimes à des taux encore jamais vus. Je vous parlais tantôt de 7% avec le VMP, 28% avec le DARA-VMP, puis 80% avec le DARA-KRD. Les thérapies immunocellulaires CAR T-cell
contre BCMA, c'est très prometteur. Puis là, je m'excuse, il y a 2 prometteurs dans la même diapo, mais l'avenir est très prometteur pour ça. C'est sûr qu'avec le myélome, moi, ça fait 20 ans que je suis en pratique, fait qu'on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Puis, on n'est pas au bout de ces changements-là. On pense que là, on a atteint, puis on voit qu'il y a de plus en plus de médicaments efficaces qui s'en viennent. Puis, c'est pas la fin de ça, là, il y a encore beaucoup, beaucoup. Puis, avec les CAR T-cells, je pense que de donner de façon peut-être plus précoce, pas attendre d'avoir eu 7-8 lignes de traitement, de donner peut-être en deuxième ou même en premier, bientôt, on l'espère, dans certaines études, ça pourrait être très, très intéressant. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur l'ASH 2019. Donc, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, merci, Dr. Lalancette. C'est beaucoup d'informations dans une trentaine de minutes. Alors, je suis sûr qu'on va avoir quelques questions. Pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais je vais prendre quelques minutes pour rappeler aux personnes ici ce soir comment poser une question. Alors, si vous allez sur votre logiciel GoToWebinar, sur l'onglet questions, vous pouvez taper votre question dans la boîte ici et appuyer sur le bouton Send ou envoyer si vous avez ça en français. Alors, je vérifie ici pour d'autres questions. On va attendre quelques secondes. Ah, OK. Alors, on a une question ici. Oh, non, c'est pas une... OK. OK, alors, il y a une question qui n'est pas reliée aux études cliniques. Alors, on va commencer avec celui-là, puis après, on va aller avec d'autres questions. Alors, c'était une question en général. Pour les dommages causés aux vertèbres, c'est quoi les traitements? Les dommages causés aux vertèbres, Oui. c'est sûr que, en fait, une fois qu'on a une atteinte vertébrale, s'il n'y a pas de fracture ou s'il y a une atteinte extravertébrale au niveau de la moelle épinière ou autour, souvent le traitement, ça va être parfois seulement la chimiothérapie, mais souvent il va y avoir de la radiothérapie qui va être utilisée également. Pour les patients qui ont une fracture d'une vertèbre, on peut utiliser parfois la chimio, parfois la radio, puis également des vertébroplasties ou des kyphoplasties où on insère là, comme du ciment dans la vertèbre. Parce que quand on se casse une vertèbre, c'est pas comme casser le bras. Quand on casse un bras, ça fait comme, imaginez-vous, un bâton qui casse. Mais une vertèbre, c'est comme un cube. On a 33 vertèbres dans notre corps. Fait que les vertèbres, c'est comme des cubes. Fait que quand une vertèbre s'écrase, c'est comme ça casse, comme un cube qui s'écrase. Fait qu'on peut mettre du ciment pour la regonfler. Parfois, pour certains patients, quand ça fait pas très longtemps. Et l'autre solution également, c'est les biphosphonates. On utilise là l'acide zolédronique, le Zometa ou l'Aredia pour traiter ça. On a également le dénosumab là, qui s'en vient aussi pour ça. Mais en fait, le dénosumab et les biphosphonates, c'est vraiment pour solidifier l'os. Puis le traitement comme tel, ça peut être chimio-radio pour agir, pour enlever les cellules. Mais imaginez-vous qu'il y a plein de cellules myélomateuses dans un os. Une fois qu'on les a enlevées, l'os peut demeurer fragile. Donc, c'est pour ça que l'arédia ou le Zometa, ça va aider à resolidifier l'os pour pas qu'il y ait d'autres vertèbres qui s'écrasent non plus. OK. Merci beaucoup. Alors, on a reçu quelques questions pendant ce temps. Alors, quand vous disiez que les traitements arriveront, est-ce que cela comprend le processus d'acceptation de Santé Canada et et le remboursement ou En fait, quand je dis que c'est sûr que pour n'importe quelle chimiothérapie, quand on a par exemple un traitement c'est au Canada, vous savez, on vit dans une fédération, c'est le Canada qui est responsable d'accepter les produits dans n'importe quelle maladie, pour n'importe quelle chose, et c'est chaque province, comme on est un système où la santé, c'est le provincial qui s'en occupe, chaque province doit accepter le remboursement. Donc, une fois que le produit a son acceptation du fédéral, quelqu'un pourrait le prendre, si ce n'est pas accepté par le provincial, pourrait le payer puis pourrait l'utiliser. Quand un produit est
pas accepté par le fédéral, même si quelqu'un est millionnaire, ne pourra pas le recevoir. Quelqu'un qui s'en va, c'est ça. Donc, quand je dis que ça va arriver, on nous dit que, par exemple, le DARA Revdex en première ligne, que Santé Canada, c'est sur le bord d'être approuvé, puis qu'à ce moment-là, les provinces vont, la compagnie qui fait le produit doit le soumettre au Québec, c'est l'INES, puis après ça, ils doivent s'entendre. Puis là, la première étape, c'est la valeur thérapeutique. Donc, si la valeur thérapeutique est acceptée, donc dans ces études-là, en général, ce n'est pas un problème, là, il faut qu'il y ait une entente sur la valeur économique. C'est là souvent que le bas blesse. Et il y a eu cependant, depuis les dernières années, une grosse amélioration au Québec pour ça. Quand une compagnie soumettait un produit, puis qu'il y avait qui s'était accepté au niveau de l'efficacité, mais c'était refusé au niveau économique, il fallait que la compagnie resoumette au complet tout. Puis il y avait 4 soumissions par année possibles, donc ça pouvait être assez long. Maintenant, c'est plus ça du tout. Quand c'est accepté au niveau scientifique, après ça, il y a juste à négocier le prix. Puis l'année dernière, on a eu, là, comme les gens le savent probablement, on a eu en septembre 2018 le carfilzomib qui a été approuvé, soit avec le Revlimid, dexaméthasone, le KRD, ou seul avec le dexaméthasone, le KD, approuvé en septembre 2018 après des négociations. Puis 3 mois plus tard, en décembre 2018, on a eu l'approbation du daratumumab avec le Revdex ou avec le Velcade dexaméthasone. Puis on n'a pas vu ça venir beaucoup. Moi, on m'a dit que c'est d'ici la fin 2021 qu'on aurait le daratumumab en première ligne. Mais ça sera uniquement pour les patients non éligibles à la greffe avec le Revlimid, dexaméthasone ou avec le VMP. Mais comme par exemple les CAR T-cells, celui qui est le plus proche, c'est le produit de, je pense, Celgene, le BB2121, ce qui est un des CAR T-cells anti-BCMA, comme celui que je vous ai montré tantôt, qui a démontré des résultats très, très prometteurs. Celui-là, on nous a dit, la compagnie Celgene espère avoir l'approbation de Santé Canada puis pouvoir commencer à l'utiliser peut-être à la mi-2021. Fait que c'est pas, mais comme je dis, on n'a pas de. Parfois, ça peut arriver que ça y aille plus vite ou moins vite. Il y a toujours des étapes à franchir là, pour l'acceptation de ces médicaments-là sur le marché. Des fois, ça peut varier d'une province à l'autre. On a eu dans le passé le Revlimid qui était accepté dans toutes les provinces, sauf à l'île du Prince-Édouard où il ne s'était pas accepté, des choses un peu plates puis aberrantes comme ça. Là. C'est arrivé dans le passé, comme en Ontario, s'ils utilisent le Velcade une fois, ils ne peuvent pas réutiliser le Velcade. Ça a toujours été comme ça, à moins que ça ait changé tout récemment, mais encore, il y a 4 mois, c'est encore la même chose. Alors que nous, au Québec, si un patient a eu du Velcade initialement pré-greffe, qui a été greffé, puis ça qui rechute 4 ans plus tard, puis on veut redonner du Velcade, il n'y a aucun problème. Fait que ça peut varier d'une province à l'autre. Mais comme je dis, en fait, les 2 grosses choses qu'on attend qui vont être les plus prochaines, ça va être les CAR T-cells. On ne sait pas après combien de lignes de traitement, et le daratumumab en première ligne. C'est les 2 choses qu'on attend vraiment là, dans le nylon. OK. Et à propos des cellules CAR-T, en protocole de recherche, est-ce qu'on pense qu'on va avoir ça en Québec avant 2021? Non, parce qu'en fait, les études, il y a des études internationales. Au Canada, il y a l'étude avec, je pense qu'ils ont fini maintenant avec le BB2121, là, celui de Celgene. Il y avait 2 centres, il y avait Calgary, puis je pense Toronto, puis c'est fermé. Il y a certains centres, là je vous dis ça, mais c'est sous toute réserve, il y a certains centres, un à Vancouver, un à Ottawa, puis peut-être à Maisonneuve-Rosemont, qui sont en train de regarder pour faire leur propre CAR T-cell. Parce que les CAR T-cells, c'est une technique qui, il n'y a pas un brevet. Là. Certains CAR T-cells, il y a un brevet par les compagnies, là, comme beaucoup d'autres médicaments. Il y en a qui regardent pour faire leur propre CAR T-cell. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir rien de prêt. J'ai parlé à des gens de ces milieux-là. On ne pense pas qu'il va y avoir rien de prêt avant 2021. Puis il n'y a pas d'études actuellement. Parce que les études de CAR T-cell, c'est pas nouveau. Là. Ça fait 4 ans qu'on entend parler de ça. Moi, là, à l'âge cette année, là, j'ai pas été voir ces études-là nécessairement chacune parce que c'est des choses. Ce qu'on veut, là, moi, je suis tanné d'en entendre parler. Ce que je veux, c'est pouvoir avoir accès à ça pour les patients. Puis de l'avoir accès pour des patients plus précocement également. Parce qu'il y a des études en cours qu'on voulait faire une étude canadienne où les patients, des nouveaux diagnostics à très haut risque, par des tests génétiques,
seraient randomisés au hasard à avoir le traitement standard, donc un traitement à base de chimiothérapie intensive, une greffe puis un entretien, versus le bras expérimental où les patients, après la greffe, recevraient un CAR T-cell. Mais ça, il y a plein d'endroits sur la planète qui veulent faire des études comme ça, mais il n'y a rien encore là où on a des résultats de ce côté-là. OK. Merci beaucoup pour ça. Alors, oui, je reçois beaucoup de questions. Alors, je filtre entre toutes les questions. Donnez-moi juste un instant. Euh, on avait parlé de les tests génétiques ou la cytogénique avec le translocation. Comment est-ce qu'on utilise ces informations génétiques pour soigner le myélome en 2020? Ben, je vous dirais qu'en 2020, pour tous les patients qui ont un nouveau diagnostic de myélome, de ne pas faire de cytogénétique, c'est vraiment là, c'est comme entre guillemets péché mortel. Faut vraiment que tous les patients aient un test de fiche. Parfois, on a un échec de culture, de croissance, ça ne marche pas. Ça arrive, ou il n'y a pas assez de cellules, ou ça arrive. Mais il faut vraiment faire une tentative. On a à peu près 15 à 20 des patients qui ont puis on ne le voit pas, là, on ne peut pas le voir les tests initiaux, c'est pas écrit, c'est pas quelque chose d'évident, qu'il y a près 15 à 20 des patients qui ont un myélome à haut risque, avec une cytogénétique à haut risque. Ces patients-là, avant l'époque des inhibiteurs de protéasome, comme le Velcade ou le carfilzomib, leur espérance de vie était très mauvaise. Et maintenant, avec ces médicaments-là, la différence est moins importante. Donc, c'est sûr qu'un patient qui a une cytogénétique à haut risque, en général, on parle de délétion 17P, translocation 414 ou translocation 1416. Pour ces patients-là qui ont ça, à ce moment-là, on voudrait vraiment avoir un traitement à base de bortezomib ou de carfilzomib et non pas un traitement juste à base de Revlimid, dexaméthasone, quelque chose comme ça. Donc, ça fait une différence pour ça. Puis pour les patients qui sont greffés, qui ont une cytogénétique à haut risque, en général, on recommande, ça, il y a des études qui ont démontré ça, on recommande une greffe tandem. Donc, on recommande de faire 2 greffes coup sur coup, donc de ramasser des cellules pour 2 greffes à peu près à 3 mois d'intervalle. Puis, par exemple, les patients qui ont une délétion 17P, on nous recommande un entretien avec le Velcade pendant 2 ans. Donc, c'est un traitement. Fait que ça influence beaucoup le traitement pour certains patients, pas pour la majorité des patients, mais pour certains patients, ça influence le traitement. Puis même avec maintenant, on a recommencé à faire la translocation 11-14 qu'on ne faisait plus parce que la 11-14, ça ne change pas le pronostic. Ce n'est pas un mauvais pronostic d'avoir la 11-14, mais comme on sait qu'on a accès peut-être au Venetoclax, mais ceci étant dit, on n'a pas accès au Venetoclax nulle part au Canada, même pour les 11-14, la compagnie, avec l'étude Bellini qui montrait plus de mortalité et ça les a un peu refroidis. Donc, on a accès au Venetoclax pour les leucémies lymphoïdes chroniques, mais pas pour les myélomes. Donc, je pense que tout le monde qui a un nouveau diagnostic de myélome en 2020, puis même, je dirais, depuis au moins 5-6 ans, nous, on le fait de routine depuis peut-être 2012 ou 2013 chez tous les patients au diagnostic. On ne le fait pas en général à la progression, parce qu'en général, ça n'a pas tendance à changer, mais parfois les gens le font, mais c'est important de le faire au début, puis ça affecte le traitement pour certains patients. OK. Merci beaucoup. Alors, on va retourner juste pour quelques instants au CAR-T. On a une question ici. On parlait des effets secondaires qu'on voit avec le CAR-T. Et pour comparer ça à quelque chose comme une greffe de cellules souches où il y a une chimiothérapie à haute dose qui détruit la moelle osseuse, est-ce que quelque chose comme le CAR-T serait difficile à supporter pour des personnes qui peut-être ne sont pas fit, comme on dit en anglais? Oui. Ben, écoutez, les CAR T-cells, c'est très différent. C'est comme comparer une orange avec une banane. Et je dirais que les CAR T-cells, la petite chimio qu'on donne avant, c'est une chimio très douce qui permet juste d'accepter les cellules. C'est, la greffe, les gens, tout le monde a une diminution d'état général marquée, beaucoup de mucosite, beaucoup de diarrhée, beaucoup de fatigue, des quelques semaines pour récupérer, parfois quelques mois chez certains patients. Donc, c'est quelque chose qui est, quand on compare les patients entre eux, il n'y a pas une grosse différence. Tout le monde est très malade de façon
assez prévisible. Tout le monde, les globules blancs vont baisser, on peut faire de la fièvre, mais on est très habitué à faire de l'autogreffe, fait que c'est très, très prévisible. Les CAR T-cells, c'est le contraire. C'est très, très, très imprévisible. Un patient peut être très, très bien, puis ça survient très tôt. Là, parce que quand on donne les CAR T-cells, le gros problème, c'est le CRS, le Cytokine Release Syndrome, le syndrome de relâchement des cytokines, puis des problèmes neurologiques également. Dans la grande, grande majorité des cas, c'est réversible, puis il y a des traitements pour ça. Mais parfois, il y a eu un patient récemment qui, à 4 heures de l'après-midi, 2 jours après l'infusion de CAR T-cell, était très bien. Puis, sous l'heure du souper, était plus capable de parler. Puis, était tout confus, ne pouvait plus répéter. Puis, ce patient-là est devenu, puis il a fallu faire des examens, résonance magnétique, puis donner des médicaments de façon urgente. Fait que c'est un peu une bombe à retardement. Les CAR T-cells, il faut vraiment. Fait que tous les patients avec CAR T-cells sont hospitalisés également. Je ne l'ai peut-être pas mentionné tantôt, mais c'est vraiment tout le monde est au moment là, quand ils font la collecte, ils sont à la maison, parce que ça prend 2-3 semaines avant de recevoir les cellules quand ils sont euh, contaminés par le virus là, qui fait le CAR. Puis après ça, la croissance. Fait qu'il y a un délai. Mais les gens sont tous hospitalisés pour au moins 2 semaines. Mais il y a à peu près le tiers des patients qui font rien, rien, rien. Il y a le tiers des patients qui font un CRS léger à modéré. Puis il y a à peu près le tiers des patients qui doivent aller aux soins intensifs pour un CRS très sévère, donc le Cytokine Release Syndrome très sévère. Puis ça arrive très rapidement. Donc c'est sûr qu'on a moins d'expérience avec ça. Et donc c'est très, très différent. Les patients qui ont un autogreffe pour un myélome, le pourcentage qui va aux soins intensifs, c'est peut-être 1%. Mais ceux qui sont très malades, c'est presque 100%. Alors que les CAR T-cells, il y a à peu près le tiers qui vont aux soins intensifs. Puis ça arrive très rapidement. Mais quand on le donne comme un antidote là, pour ça, ils répondent très rapidement, mais c'est pas tout le monde qui répond. Ça prend une deuxième dose. En tout cas, c'est quelque chose qui est très, très différent. Mais moi, je pense que les CAR T-cells, on va pouvoir les utiliser chez des gens qui sont moins en forme qu'une greffe. Alors que pour la greffe, ça prend quand même, il ne faut pas être trop âgé, puis il faut être quand même assez en forme pour tolérer la greffe. Les CAR T-cells, il semblerait qu'on peut, mais il faut vraiment les suivre de très, 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 très près. C'est vraiment des patients là, qu'il faut. Il y a un peu une boîte à surprise. Là. Mhm. OK, merci. Alors, on a peut-être trois autres questions avant on va finir le webinaire. Alors, la prochaine question, on n'a pas vraiment parlé de ça dans la présentation, mais est-ce qu'il y avait des études à H sur le myélome indolent? Et est-ce que ces études nous disent, est-ce que c'est mieux de traiter le myélome à un stade indolent ou à un stade actif? En fait, il y a pas eu, moi, j'ai rien vu à l'âge, on ne peut pas être partout à la fois, là, mais j'ai rien vu à l'âge sur le myélome indolent de nouveau. Au congrès de myélome à Boston un peu plus tôt, là, en septembre 2019, il y a eu des études, il y a des études en cours, c'est surtout des études de phase 2. Il y a eu 2 études de phase 3 randomisées qui montrent un certain avantage chez les patients avec des myélomes indolents à haut risque. Donc, ce n'est pas tous les myélomes indolents, c'est peut-être un certain pourcentage qui sont à haut risque, mais pas assez pour que ça soit accepté de façon routinière. Il y a des études en cours même pour faire des greffes, même des doubles greffes avec du carfilzomib, donc des traitements très, très intensifs pour voir si on pouvait pas guérir peut-être certains patients qui ont un myélome indolent. Le gros problème dans ces études-là, c'est que parfois, c'est qu'il y a des patients qui ont des myélomes indolents qui ont dit qu'il y a à peu près 10% de risque annuel de progression. Puis l'année suivante, c'est encore 10%, donc c'est pas cumulatif. Donc, s'il y a quelqu'un un myélome indolent, puis que, moi j'en ai des patients qui ont des myélomes indolents que ça fait 10 ans qu'on suit, puis ils n'ont toujours pas progressé, puis ils sont asymptomatiques, ils sont très bien. Fait que de soumettre des patients à une greffe ou 2 greffes avec toute la toxicité potentielle aiguë, puis même chronique, il peut y avoir des problèmes à long terme avec ça, c'est sûr que c'est pas évident. Il y avait eu un débat avec 2 spécialistes
qui parlaient, un pour le traitement actif, d'autres contre le traitement actif à Boston. Puis les gens dans la salle votaient pour. La plupart des gens votaient pas pour avoir un traitement pour les myélomes indolents. Puis après le débat, ça n'avait pas changé. Donc, en fait, pour faire une histoire courte, il n'y a pas eu de nouveauté dans le myélome indolent. La seule nouveauté, c'est qu'il y a maintenant la nouvelle classification là, avec le 2-20-20, avec les patients qui ont plus que 20 de plasmacytose médulaire. En fait, je dis 2-20-20 pour les Anglais, pour nous, c'est 20-20-20. Plus que 20 grammes de protéines, plus que 20 de plasmacytose médulaire, puis un ratio GNGR plus que 20. Ces gens-là ont quand même un risque de progression qui est plus élevé, mais encore, je pense qu'il n'y a aucun centre au Canada ou au Québec ou hors études, ces gens-là il y a des études en cours. On nous a offert de participer à une étude pour ça avec le daratumumab, l'isatuximab, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais il y a des études en cours encore, mais actuellement, il n'y a rien de nouveau à l'âge 2019 là-dessus. Puis encore maintenant, on ne traite pas d'emblée les myélomes indolents. La grosse différence qu'il y a eu, c'est il y a quelques années, avec ce qu'on appelle les MDE, les Myeloma Defining Event, on traite maintenant des patients qui n'avaient pas de critères de myélome, mais qui ont une plasmacytose médulaire très élevée ou qui ont des ratios de chaîne légère très élevés ou une résonance magnétique anormale. Ces gens-là étaient considérés comme des myélomes indolents quand même. Ces gens-là, on les traite maintenant, mais les patients qui ont des myélomes indolents standards, qui n'ont pas ces trois critères-là, il n'y a pas de nouveau actuellement, puis on ne recommande pas de les traiter actuellement non plus. Mais on peut les suivre de très près pour s'assurer qu'ils ne progressent pas là, vers un myélome actif. OK, parfait, merci. Avec ça, je vais finir avec un commentaire. Il y a beaucoup de personnes qui vous remercient pour avoir fait cette présentation. Euh, et euh, il y a un commentaire en particulier qui dit qu'il entend l'enthousiasme dans votre voix et qu'il est content que les patients du Québec peuvent compter sur des médecins de votre calibre. Avec ça, merci beaucoup, Dr. Lalancette. Ça me fait plaisir. C'était un présentateur excellent et on espère que ces études continuera de démontrer des bons résultats dans le futur. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour la Bonne participation. soirée. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Merci.